Très rapidement, on vit une troisième révolution industrielle, il ne faut pas dire quatrième, c'est une bêtise, il n'y en a que trois. Le cœur du cœur de cette troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. Cette troisième révolution industrielle, elle a des retombées dans tous les domaines, mais elle a trois retombées majeures qui sont trois grands secteurs. Un, l'économie collaborative. Le vrai modèle, c'est Airbnb, plus encore que Uber, parce que c'est vraiment du peer-to-peer. Et en gros, la seule nouveauté de l'économie collaborative, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, des non-professionnels peuvent concurrencer des professionnels dans le quart d'heure. Chez Airbnb, je le connais bien, il y a 0 hôtelier, il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a pas de restaurateur. C'est uniquement à Paris des gamins qui gèrent une application d'intelligence artificielle. C'est juste 3 innovations. L'IA qui gère le big data sur un capteur qui est dans votre smartphone. Et ça peut se faire évidemment sans qu'il y ait des professionnels de la profession. Même chose pour Uber, Uber Eats, comme on dit maintenant les taxis. N'importe quel gamin de Seine-Saint-Denis est meilleur grâce à Waze que le vieux chauffeur de taxi qui s'est tapé d'apprendre les 3600 rues de Paris qui servent absolument à rien, puisque Waze est bien meilleur, puisqu'il connaît les bouchons, les rues fermées, les manifs, les accidents, et du coup n'importe qui peut uberiser à peu près n'importe qui dans ces secteurs-là. Donc l'économie collaborative, contrairement à ce que dit Rifkin, qui est un grand blagueur, c'est pas du tout la fin du capitalisme ni la fin du profit, c'est exactement l'inverse. Donc on a des profits absolument colossaux. Airbnb, c'est 32 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Le groupe Accor, c'est 11 milliards. Ils n'ont pas une salle de bain, ils n'ont pas une cuvette de chiottes, ils n'ont pas un lavabo. Et ils sont 3 fois plus importants que le groupe Accor dans lequel Sarkozy est rentré cette année. La deuxième retombée, c'est la révolution de la mobilité. J'ai essayé la voiture autopilotée, ce qu'on appelle le niveau 5, elle est hallucinante, elle traverse Paris dans tous les sens, vous ne touchez pas au volant, elle évite même les joggers qui traversent un peu rapidement avec des écouteurs sur les oreilles, elle est capable d'aller de Toulouse à Paris ou n'importe où sans aucun problème. Elle a fait 7,5 millions de kilomètres dans le trafic aux États-Unis avec un seul accident. On a eu 3600 morts sur les routes cette année avec à peu près 100 000 blessés. J'ai participé l'année dernière au séminaire qu'a organisé Henri de Castres, vous savez, chez AXA, patron d'AXA, la plus grosse boîte d'assurance en Europe. Évidemment, pour les assureurs, c'est pas une bonne nouvelle, parce que s'il n'y a plus d'accident de voiture, ça paraît bête, mais c'est une évidence. Il n'y a plus non plus de prime d'assurance, elle tend vers zéro, évidemment. Et donc, en même temps, c'est une formidable nouvelle. Plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, non pas que le breton arrête de boire, mais il n'y a plus de volant, ce qui est beaucoup plus commode. Plus de limitation de vitesse à 80 km/h, plus de permis de conduire. On a un bureau connecté dans lequel on peut faire 1000 choses, et comme le temps devient la denrée la plus précieuse qui soit, c'est évidemment une formidable révolution. Et tout ça, évidemment, est lié à l'IA. La seule chose qui empêche de commercialiser cette voiture aujourd'hui, c'est que, bien sûr, elle est beaucoup plus chère qu'une voiture normale. Elle est bourrée de capteurs, elle est bourrée de lasers, mais elle est vraiment fascinante. Quand vous êtes dedans, c'est vraiment incroyable. Évidemment, ça pose un problème que je n'ai pas du tout le temps de développer, la question de l'impact sur le monde du travail. Il y a 3 millions de chauffeurs de camions aux États-Unis, il n'en restera pas un seul dans 20 ans. Même chose pour les avions, les pilotes d'Air France, mon ami Laurent Alexandre disait c'est les allumeurs de réverbères d'aujourd'hui. Non mais là ce soir je les aime particulièrement pas. Mais... Comme disait mon ami Eric Orsena, de temps en temps il dépose un préavis de travail, mais c'est assez vache. Ce soir la suppression du vol m'a un peu irrité. Et donc bien sûr il restera un pilote dans l'avion, mais les avions seront très rapidement pilotés comme les drôles depuis le sol. Et même s'il reste un pilote dans l'avion, ce qui est sûr c'est qu'il n'y en aura pas deux. La troisième retombée, alors question de la fin du travail, je vous dis tout de suite, je ne crois pas un millième de seconde à la fin du travail, les désirs humains sont artificiels, ils sont donc sans fin. Pour vous donner un exemple, 83 millions d'abonnements au téléphone portable aujourd'hui en France, beaucoup plus que de Français. Ça a créé des millions d'emplois, en tout cas des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois dans le monde. Ça n'existait pas il y a 25 ans, donc les besoins sont artificiels, ils sont donc notamment dans le domaine des services sans fin, il y aura toujours du travail, mais on aura un gros problème de transition entre des emplois qui seront modifiés, et certains disparaîtront, par exemple radiologue c'est totalement mort, expert comptable, je ne serais pas très à l'aise non plus si j'étais expert comptable, ce sont des métiers qui, eux,
vraiment disparaîtront, mais beaucoup apparaîtront, et le problème qu'on aura, c'est pas du tout un problème de RUB ou de fin du travail, c'est un problème de transition entre des métiers qui disparaîtront, d'autres qui apparaîtront. Vous ne transformerez pas la petite caissière du prix unique, comme dirait Juppé, toujours à la page, mais disons du G20 en data scientist dans le quart d'heure. C'est un problème de transition. Comme la formation permanente en France, sur les 32 milliards, il y en a en gros 28 qui vont vers ceux qui ont un emploi et 4 vers les chômeurs. Il faudrait inverser la proportion dans le quart d'heure si on veut préparer nos concitoyens à cette troisième révolution industrielle. La troisième retombée, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Je lis tellement de bêtises sur le transhumanisme que je ne peux pas m'empêcher de vous en dire un mot, parce que ça n'a aucun rapport, contrairement à ce que dit par exemple Jacques Testa, ça n'a aucun rapport avec l'eugénisme du 19e siècle, a fortiori avec l'eugénisme nazi. C'est un projet qui est financé maintenant depuis, en gros ça apparaît il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, c'est financé surtout par Google, par les GAFA d'une manière générale, par les BATX aussi, les Chinois sont encore plus performants que la Silicon Valley aujourd'hui, et le transhumanisme repose entièrement d'ailleurs sur les progrès de l'IA. Ces trois idées, je vous les indique très rapidement. Première idée, ajouter à la médecine thérapeutique, depuis les Grecs et les Chinois anciens, la médecine a toujours été thérapeutique, son modèle c'était le soin. On appelait le médecin quand on s'était cassé la gueule ou qu'on était malade, il était là pour soigner, pour réparer. L'idée transhumaniste, c'est d'ajouter à la couche thérapeutique, je dis bien ajouter, on n'en a pas fini de la thérapeutique, il y a eu 156 000 morts du cancer en France cette année, donc on a toujours besoin de thérapeutique. Au passage, j'ai fait 3 ans de biologie du cancer et j'ai participé avec Jean Dosset, qui m'avait fait l'amitié de demander à travailler avec lui au premier séquençage du génome en 1990. Le premier séquençage du génome, il avait duré 13 ans, de 1990 à 2003, et il avait coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce qu'a fait Angelina Jolie, un séquençage du génome pour savoir si elle avait un grand risque de cancer du sein, ça coûte en gros 300 $. On n'a vraiment jamais vu nulle part une telle diminution des coûts. Entre parenthèses, c'est ce qui permet de faire, par exemple, à Gustave Roussy, mais on le fait aussi à Toulouse et à Montpellier, ce qu'on appelle les thérapies de précision, c'est-à-dire qu'on séquence le génome de la cellule cancéreuse et on peut l'attaquer. Cancer du sein, par exemple, pour les dames, ça donne aujourd'hui 90% de guérison, on ne parle plus de rémission. Je vais faire la parenthèse, ce serait trop long à développer. Mais la première idée, c'est donc d'ajouter à la couche thérapeutique de la médecine une couche méliorative ou augmentative. En anglais, on dit enhancement. C'est un mot qui revient des millions de fois dans cette littérature. L'idée, c'est d'améliorer l'espèce humaine un peu comme on le fait pour un grain de maïs OGM. Alors quand on dit ça, ça y est, évidemment, tous les testards de la Terre poussent des hurlements en disant c'est le retour du nazisme. Non, ça n'a rien à voir, il ne s'agit pas de fabriquer des bébés blonds avec une casquette bleue dès le berceau, il s'agit d'augmenter quoi? C'est la deuxième idée. Le vrai projet transhumaniste, c'est d'augmenter la longévité humaine, autrement dit de lutter contre la vieillesse. L'idée est la suivante, c'est philosophiquement pas inintéressant. Vous connaissez tous l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». L'idée, c'est de fabriquer une humanité qui serait jeune et vieille à la fois. Autrement dit, nous faire vivre assez rapidement, 150 ou 200 ans, bien sûr, en bonne santé physique et psychique. Le but de l'opération n'est pas de fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, ce qui serait moyennement intéressant, mais de fabriquer une humanité qui aurait, je dirais, à la fois, pour parler comme Victor Hugo, la flamme de la jeunesse et en même temps l'expérience de l'âge. Notamment en travaillant, alors il y a 1000 moyens d'y arriver, je ne vais pas entrer dans les détails, là aussi j'ai pas le temps, mais il y a évidemment toute la médecine réparatrice avec les cellules souches, il y a l'hybridation machine sur le modèle par exemple de Carmat, mais le plus fascinant, c'est le travail sur les cellules sénescentes. On fait ça d'ailleurs très bien à Montpellier, à l'INSERM, Jean-Marc Lemaître travaille là-dessus. Si vous allez voir sur Google, vous tapez souris transgéniques de l'université de Rochester, vous trouverez des petites souris qui vivent 30% plus longtemps que les souris normales, mais beaucoup mieux, pas d'arthrite, pas de cancer, pas de maladie cardiovasculaire, mobilité beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que grâce à une transgénèse, peu importe comment on dit, on allume, si je puis dire, quand elles deviennent adultes, les cellules sénescentes. Vous savez ce que c'est que les cellules sénescentes? Elles sont ni mortes ni vivantes, mais passé 50 et surtout 60 ans, c'est un vrai champ de tir. Elles produisent des dégâts en nous effroyables, le cancer, les rides, les cheveux blancs, etc. Et donc ces cellules sénescentes, grâce à une transgénose, on peut les allumer dans la petite souris quand elle devient adulte et on les flingue, si je puis dire, et là elles vivent 30% plus longtemps. On ne fait pas ça sur les humains parce qu'il y a beaucoup de
déchets, puis les transgénaux, c'est quand même assez compliqué, et puis c'est toujours risqué de toucher à l'ADN dans l'embryon, mais l'idée, c'est d'un jour d'avoir des médicaments qui éradiqueraient ces cellules. Je peux vous dire que le type qui trouvera ça, il fera fortune, parce que c'est quand même plus efficace que les crèmes de L'Oréal. La troisième idée, elle est très intéressante en fait dans le domaine du transhumanisme. Je trouve que là aussi ça n'a strictement aucun rapport avec Hitler. La troisième idée, c'est qu'on a inventé dans les vieux États à Providence, on a inventé justement cette protection sociale, particulièrement en France. On a inventé cette protection sociale et ces États-providence pour essayer autant qu'il est possible de lutter contre les inégalités économiques et sociales. Et en gros, ça a marché formidablement. Nos enfants, qu'on soit riches ou pauvres, pour le meilleur, je dirais, et pour le pire, parfois, ils ont en face d'eux les mêmes profs au lycée. Même chose quand vous allez à l'hôpital, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes globalement soigné de la même manière par les mêmes médecins. Je n'ignore pas, je ne suis pas naïf, qu'il y a des avantages parfois à être riche, c'est évident, mais globalement, dans 95% des cas, on a les mêmes enseignants, on a les mêmes médecins à l'hôpital ou à l'université, et ça, c'est un des bienfaits de l'État-providence. Ce que disent les transhumanistes aujourd'hui, c'est que le temps est venu de corriger non seulement les inégalités économiques et sociales, mais les inégalités naturelles. Vous avez un enfant qui a une myopathie, une mucoviscidose, je prends volontairement l'exemple de maladies qui sont monogéniques, un seul gène est abîmé, un seul gène est muté. Vous avez un enfant qui a une mucoviscidose ou une myopathie ou une chorée d'Huntington, pour prendre encore une maladie monogénique. Eh bien, l'idée, c'est d'aller, grâce au fameux sécateur d'ADN, fascinant ce sécateur d'ADN, le CRISPR-Cas9 là. Si j'avais le temps, c'est dommage, je vous aurais raconté, sûrement des biologistes dans la salle, comment ça fonctionne, comment on a repéré entre les séquences de palindromes d'ADN, on a repéré des morceaux d'ADN qui étaient des souvenirs, si je puis dire, des virus, notamment des bactériophages. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a là une stratégie extraordinaire pour aller couper, coller des gènes dans l'embryon, quasi aussi facilement qu'on coupe et on colle un mot sur un traitement de texte. Et ça ne coûte rien. C'est grâce au Cas9, qui est une enzyme, une protéine, une endonucléase, qui découpe l'ADN de manière formidable. Et après, la recomposition génétique fait qu'une fois qu'on a cassé un gène, on en rentre un dans la cellule, elle le recolle là où il y avait un trou, si je puis dire, et ça donne des résultats qui permettent d'imaginer ce qu'on a commencé à faire en 2017 en Chine et aux États-Unis, des thérapies géniques embryonnaires. C'est notamment, évidemment, quand on est adulte, il y en a des milliards de cellules, c'est plus compliqué, mais dans l'embryon, quand il n'y en a encore qu'une seule, eh bien, on peut imaginer de remplacer un gène muté par un gène sain grâce à la fois au séquençage du génome et à ce CRISPR-Cas9. Donc, c'est les deux grandes innovations qui elles-mêmes reposent entièrement sur l'IA, puisque pour séquencer le génome humain et pour séquencer par exemple le génome d'une cellule cancéreuse, on a calculé qu'il faudrait 40 ans au cerveau de l'oncologue, il faut quelques minutes ou quelques heures à la machine, et c'est évidemment grâce à l'IA que tout ça est possible. Donc le transhumanisme, c'est l'idée que donc on peut maintenant aller corriger aussi dans l'embryon les inégalités naturelles. En anglais, ça se dit from chance to choice. Autrement dit, lutter contre from chance au sens statistique, lutter contre la loterie génétique quand elle est mauvaise, si je puis dire, et mettre à la place le choix volontaire, from chance to choice, le choix volontaire de corriger les inégalités naturelles et si possible dans l'embryon. L'idée qui est derrière, moi j'y souscris pleinement, c'est que la nature n'est pas un modèle moral. Je passe mon temps à m'engueuler avec Sens commun et la Manif pour tous, y compris dans le Figaro, ce qui me vaut pas mal de lettres d'injure. La nature n'est pas un modèle moral. Il y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle moral. Dans la nature, Darwin a raison, c'est la sélection des faibles et des handicapés. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit que quand on est poursuivi par un lion, il est inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que son voisin. Ce qui manque un peu de solidarité, mais c'est assez vrai. Et si le voisin est vieux ou handicapé ou malade, vous avez toutes vos chances. Jamais on n'aurait inventé ni les antibiotiques, ni la démocratie, ni l'État-providence, ni la protection des handicapés et des faibles et des vieux, si on avait pris la nature comme modèle. La nature n'est pas un modèle moral. Si on veut inventer des régulations, il faut le faire, il faut les inventer à partir de notre raison et de notre volonté, mais il n'y a pas de loi naturelle. Alors j'arrête pas de m'engueuler avec mes amis catholiques, il n'y a pas de loi naturelle qui fixerait la limite morale à l'humanité ou des limites morales à l'humanité. Nous sommes obligés d'inventer nous-mêmes nos limites, et c'est d'ailleurs toute la grandeur de la démocratie et du droit moderne que d'essayer d'y arriver tant bien que mal.
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière, dans tous les cas de figure, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors j'ai eu la chance de déjeuner avec Yann Lequin il n'y a pas très longtemps, c'est le patron de l'IA chez Facebook. Il y a 2 jours, j'étais au laboratoire FAIR de Facebook à Paris, chez Laurent Soli, et je regardais, j'ai passé la matinée les innovations en matière d'IA. Il faut que vous ayez l'idée, alors il y a des spécialistes dans la salle, pardon de simplifier les choses, mais encore une fois, grâce à cause d'Air France, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a 3 visages de l'IA. Il y a l'IA faible, étroite, comme on dit en anglais. C'est celle qui a battu Garry Kasparov en 1998, tout le monde connaît ça, en 1997. C'est celle qui a fini par battre Lee Sedol, le champion du monde de jeu de Go, en 2016. C'est celle qui séquence le génome d'une tumeur cancéreuse. C'est celle qui séquence le génome humain en général. C'est celle qui fait tourner l'économie collaborative. Uber, Airbnb, Blablacar, etc. n'existeraient pas sans cette IA qui gère d'énormes masses du big data en temps réel. Mais on l'a dit faite pour 2 raisons. 1, parce qu'elle ne pense pas, elle calcule génialement, mais elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas intelligente au sens humain du terme. Et deuxièmement, surtout, elle ne sort pas de son couloir, elle est comme un nageur olympique. La petite application que j'ai de jeu d'échecs ici, elle me ratatine sans problème, elle battrait le champion du monde d'échecs sans difficulté, un peu lentement, mais elle le battrait quand même. Mais elle est incapable de faire autre chose que de jouer aux échecs. Elle ne peut rien faire d'autre. L'idée, le deuxième visage de l'IA, justement, et c'est ce sur quoi travaillent Facebook et Google, mais aussi les BATX chinois qui sont plus performants aujourd'hui, l'idée c'est de fabriquer des systèmes experts qui sont transversaux et qui contextualisent. J'étais l'autre jour avec le patron de Google Europe, un jeune américain d'ailleurs sympathique, et il me disait, voilà, ce qu'on essaye de faire par exemple, contextualiser, vous tapez, vous êtes dans le 15e arrondissement à Paris, vous tapez restaurant, il est 12h30, vous tapez restaurant chinois, immédiatement vous avez la liste de tous les restaurants chinois ouverts à Paris à 12h30 dans le 15e arrondissement. Si vous faites exactement la même phrase sans changer une voyelle, une virgule, à 3h du matin, il faut que la machine comprenne que le contexte a changé et que vous demandez un Deliveroo. C'est pas la même chose. Les grands systèmes experts en médecine, Watson, DeepMind par exemple, ils sont déjà très élargis parce qu'ils sont très bons dans tous les domaines de la médecine, pas simplement en cancérologie, ou en chirurgie, ou en cardio, ou en dermato. Ils sont bons dans tous les secteurs parce qu'il y a 3 paramètres qui font fonctionner cette intelligence artificielle de plus en plus transversale, qui essaye d'être meilleure que nous dans tous les domaines. Elle est meilleure en placement financier, elle est meilleure en médecine, elle est meilleure en droit. Elle est meilleure à peu près dans tous les domaines. Vous avez vu peut-être il y a quelques semaines, publié dans Nature, la compétition entre 52 dermatologues chevronnés, des PUPH de 17 pays différents, et puis la machine, un système expert du type Watson. On leur a présenté aux uns et aux autres des photos de grains de beauté pour savoir si c'était carcinome, mélanome, bénin, malin, cancer ou pas. 92% de bonnes réponses pour la machine, 85% pour les humains. Et c'est des PUPH, c'est des très bons. Et l'idée, du coup, a été discutée en Grande-Bretagne de savoir si on ne devait pas, non pas obliger les médecins à suivre l'ordinateur, c'était absurde, mais en tout cas les obliger à le consulter. Parce qu'en termes de diagnostic, les inférences bayésiennes sont incroyablement performantes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 paramètres, j'y viens. Le premier paramètre, c'est la puissance des ordinateurs. Quand Konrad Zuse, en 1930, un Allemand, présente ce qu'on considère souvent comme le premier ordinateur, il est tout fier parce que son ordi est capable de gérer, de résoudre une opération par seconde, une addition, une soustraction par seconde. Les derniers ordinateurs chinois des BATX sont capables, écoutez bien, de résoudre, de traiter, de gérer correctement 97 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est évidemment ce qui permet de gérer le big data. Le deuxième paramètre qui permet d'avoir une progression exponentielle de l'intelligence artificielle, la puissance des ordinateurs. Le deuxième paramètre, c'est la qualité des algorithmes. Et je ne développe pas, souvent ce sont des inférences bayésiennes. Et le troisième paramètre, c'est la quantité de données qu'on donne à bouffer à la machine. Le RGPD est la pire connerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité parce que tant qu'on n'a pas des GAFA européens, ça ne sert strictement à rien. Vous recevez sur votre iPhone ou sur votre smartphone, vous recevez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on pompe vos données? Vous dites oui parce qu'il n'y a pas d'alternative de toute façon. Tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, les données partiront de toute façon vers les États-Unis. À part emmerder le marchand de chaussures d'à côté de chez moi qui a 500 noms dans son fichier et qui est obligé de demander à chacun d'entre eux par écrit l'autorisation d'avoir le numéro de téléphone, alors que les GAFA, eux, ils ont des
logiciels d'intelligence artificielle et des armées de juristes qui nous envoient ça automatiquement, ça ne sert strictement à rien. Tant qu'on n'aura pas des GAFA européens, les données partiront vers les États-Unis. Et je vous signale qu'on met pas loin d'1 milliard de photos par jour sur Instagram, qui appartient évidemment à Facebook, à Zuckerberg. Donc on nourrit la bête. C'est évidemment ce troisième paramètre qui permet de faire fonctionner l'intelligence artificielle. Il faut en gros trois photos à un enfant de 5 ans pour distinguer un tigre d'un lion ou une abeille d'une guêpe, parce que c'est le même problème. Il faut 3 millions de photos pour la machine, mais une fois qu'elle a avalé ces 3 millions de photos, elle reconnaît un lion d'un tigre à 300 mètres sur une photo floue avec 1 cm² d'oreille. C'est ça qui a permis d'ailleurs de reconnaître, d'identifier des terroristes à la gare de Bruxelles, où c'est aussi ce qui permet à la voiture autopilotée de fonctionner. Et par exemple, quand il y a une vieille dame qui traverse, et elle traverse d'un côté qu'un bagot et un gros chien de l'autre côté, elle sait maintenant que c'est la vieille dame qu'il faut écraser. Ce qui est un grand progrès, évidemment, par rapport à même il y a 3 ans, où elle était et vous n'avez pas quoi faire. On a une troisième forme d'intelligence artificielle à laquelle je ne crois pas, mais qui suis-je pour ne pas y croire? Et je ne peux pas développer les raisons pour lesquelles je n'y crois pas, mais enfin Stephen Hawking y croyait, Bill Gates y croit, Elon Musk y croit, et c'est pas des clowns, et c'est les artisans de la troisième révolution industrielle, c'est pas des fanatiques de la troisième république et des blouses grises et des plumes sergent-major, c'est pas Finkielkraut, Régis Debray et Michel Onfray, c'est des acteurs. Et donc ces gens-là disent qu'on va y arriver à ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte, ce serait fabriquer, disons, je vais très vite, je n'ai pas le temps là aussi de développer davantage, mais c'est fabriquer l'équivalent de nos connexions neurales avec tout le système, avec les axones, les synapses, etc., mais sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, je veux dire sur une base non biologique. Dans ce cas-là, on aurait fabriqué une vraie intelligence qui pense et qui ne se contente pas de calculer, qui pense vraiment, qui a la conscience de soi, le libre arbitre et des émotions. On aurait fabriqué une post-humanité par rapport à laquelle nous serions comme, c'est ce que dit Elon Musk, nous serions comme les animaux domestiques par rapport à cette nouvelle humanité qu'on pourrait appeler une post-humanité, une intelligence non biologique, non incarnée, qui du coup d'ailleurs serait immortelle. Encore une fois, Elon Musk y croit, Stephen Hawking y croyait, il disait si on arrive à l'IA forte, il vient de mourir, mais on peut trouver facilement ses entretiens sur Google, si on arrive à l'IA forte, eh bien ce sera un grand pas pour l'humanité, disait-il, mais ce sera le dernier, parce qu'on aura fabriqué une machine darwinienne, qui n'aura qu'une idée, c'est d'éliminer ceux qui peuvent l'éliminer. Voilà, personne ne sait si on y arrivera ou pas. J'ai demandé à Yann Lequin, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Il me dit oui, c'est qu'une question de temps, c'est très probable. On arrivera à fabriquer des connexions neurales qui donneront de la pensée, si je puis dire. J'ai beaucoup discuté avec les gens de l'Université de la Singularité, j'ai compris ce qu'ils avaient en tête, je vous dis simplement ce qu'ils ont en tête et je laisse ça de côté, à votre sagacité. Au fond, ils sont matérialistes. Donc ce qu'ils pensent, c'est que nous sommes déjà des machines. Ils sont monistes. C'est-à-dire, contrairement aux chrétiens, par exemple, ils ne pensent pas qu'il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre, et que l'âme va s'envoler au ciel quand le corps sera mort. Ils ne pensent pas qu'il y a la pensée d'un côté et puis le cerveau de l'autre. Ils sont monistes et matérialistes, donc ils pensent qu'on est des machines et que le cerveau et la pensée, ça ne fait qu'un. Ils ont un argument fort et bête, si je vous détruis le cerveau, vous verrez, vous penserez beaucoup moins bien, vous aurez du mal à trouver votre âme. Et c'est pas faux, évidemment. Donc ils sont matérialistes et monistes, et donc ils pensent que la question de fabriquer des neurones, des connexions neurales équivalentes à celles des humains, n'est qu'une question de complexité et de temps. Et que le jour, par exemple, où on aura des ordinateurs quantiques, on y arrivera. Et au fond, personne n'est capable de dire à quoi ressemblera la biologie dans 2 siècles. Souvenez-vous que la découverte de la double hélice de l'ADN, Watson et Crick, c'est 1953. Depuis, on a fait des progrès inimaginables. Et si j'avais dit à mon père, qui était un très bon joueur d'échecs, que une petite machine comme celle que j'ai dans la poche le ratatinerait, il serait tombé de sa chaise. Donc personne ne peut savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2 premières IA, elles sont là. La faible étroite et la faible transversale, et que ça se développe à une vitesse exponentielle. Et juste un dernier point, et je vois la voiture qui arrive, et malheureusement, mais je regrette tellement de ne pas rester avec vous, le problème, c'est que l'Europe n'y est pas. Nous sommes complètement dans les choux, c'est-à-dire que pour l'instant, tout est américain et chinois. Si vous prenez les 20 leaders mondiaux du net, c'est 100% américain et chinois. Il n'y a rien, même pas japonais ou allemand, il n'y a rien.
Quand Macron annonce 1,5 milliard sur l'intelligence artificielle, d'abord c'est une fake news puisque c'est déjà budgété par Hollande, et donc c'est une blague. Et deuxièmement, c'est pas 1,5 milliard qu'il faudrait, c'est 150 milliards. Non seulement pour booster les entreprises, mais surtout pour empêcher les cerveaux de partir. Parce que les Américains ont une politique extrêmement efficace. Yann Lequin est breton, Demis Hassabis est anglais. Ils rachètent les cerveaux. Moi j'étais 10 ans chercheur au CNRS, j'avais 2 agrégations, un doctorat d'État, j'étais royalement payé l'équivalent de 1 800 € par mois. Quand un Zuckerberg arrive et dit à un chercheur, c'est pas 1 800 €, c'est 1,5 million par mois, et puis c'est le plus grand centre de recherche, c'est qui tu veux recruter, c'est une maison avec une piscine et tennis et une belle bagnole, ça facilite les délocalisations. Donc tant qu'on n'aura pas une Europe à 10, une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, pas de dumping fiscal et pas de dumping social, capable d'investir cet argent, on sera une colonie des États-Unis et de la Chine. Je suis désolé, je suis obligé de partir. Merci de votre attention en tout cas.